être si nombreux, malgré la concurrence du sujet voisin qui me paraît personnellement très intéressant. Le titre, vous le voyez, c'est de la réforme territoriale vers un fédéralisme avec plusieurs points d'interrogation. Je vais d'abord évoquer la France centralisée, juste pour introduire en disant qu'est-ce que ça a comme conséquence par rapport à l'Europe et l'image de l'Europe dans notre mentalité française. Ensuite, un état des lieux en France. Pourquoi cette situation, un très bref historique, et puis surtout les voies d'avenir, et puis les conclusions, les espoirs et les freins. Alors, ce sujet, il est très peu évoqué en général, et plus particulièrement par les militants de l'UF France. Mais en réalité, il est important pour le fonctionnement de la France, pour la participation des citoyens et pour la perception de l'Europe par les citoyens français. En effet, l'Europe est perçue au travers des prismes français classiques qui sont que l'État peut tout, l'État nous protège. Et derrière ça, après les partis d'extrême gauche et d'extrême droite, ils avancent l'idée que l'Europe, elle nuit aux intérêts de notre État. L'État central est deuxième thème, l'État central est l'intervenant principal du pays. Et à travers ce prisme, les Français, ils s'imaginent que l'Europe, elle serait pareille, c'est-à-dire ça serait aussi un État omnipotent qui voudrait tout faire, etc. Et comme il serait non pas à Paris mais à Bruxelles, ça serait pire que tout. Les médias abondent également dans ces sens. Un troisième point, c'est que la France, c'est un peu un phare de l'humanité avec les droits de l'homme, etc. C'est un véritable messianisme depuis la Révolution. Et du coup, la France est un grand pays qui n'a pas besoin de l'Europe. Moi, je retiens une seule chose, la France, c'est 0,9% de la population mondiale. Alors, évidemment, l'Europe en France, elle souffre de ces représentations mentales. Les représentations mentales dans les autres pays, en Europe, sont plus ouvertes parce que c'est soit des pays fédéraux, soit des pays récents, et donc les mentalités sont différentes. Alors maintenant, passons à l'état des lieux en France. Alors d'abord, les finances des collectivités locales, je crois que ce point est important. On peut retenir en gros que l'État central c'est 70%, les communes et intercommunalités c'est 20%, et les départements et régions 10%. Et c'est des vieux chiffres, mais je les ai retrouvés et revérifiés. Alors, j'ouvre juste une parenthèse sur les départements et la manière dont ils fonctionnent. Les départements, c'est 60 milliards par an. Et 50% de cela, c'est des dépenses qui sont imposées par l'État, des dépenses sociales. C'est le RSA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie et c'est la perception de compensation du handicap. Ces trois aides obligatoires dépassent les 30 milliards. Alors, je m'arrêterai juste pour un exemple pour montrer le fonctionnement du pays sur le RSA-RMI. Le RSA-RMI, c'est un truc qui a été pondu par l'État, décidé par l'État, qui a été, y compris le montant, ça a été imposé aux départements, c'est les départements qui le payent, avec une subvention d'État qui a été fixée au départ. Mais qui c'est qui l'attribue aujourd'hui? Autrefois, c'était les communes, maintenant c'est Pôle emploi. Alors Pôle emploi n'est pas responsable, il l'attribue. Le département, il n'y peut rien, il paye. Et celui qui décide, c'est encore quelqu'un d'autre. J'arrête la démonstration. En masse financière, les communes et intercommunalités, c'est 122 milliards, 6% du PIB. Les départements, 69 milliards, 3,5% du PIB. Les régions, c'est 27, 1% du PIB. Dont 50% vient de l'Europe, pour un titre d'information. Total, 219 milliards, ce qui fait 10,5% du PIB. Alors, sur ces 219 milliards, l'État central reverse à ces structures 80 milliards par an. Ça montre que la fiscalité locale est très pauvre. Le budget de l'État plus tous ces budgets locaux, ça fait 499 milliards. Donc, si on se réfère aux recettes, l'État pèse 360 milliards, sur 499, ça fait 72%. Donc, le poids de l'État. Or, les recettes, c'est important parce que les recettes, après, elles sont distribuées. C'est-à-dire que le pouvoir central, il verse ses subventions ou il les verse pas aux collectivités en fonction, de son bon vouloir ou bien du respect par les collectivités de ce que a décidé l'État. Si on s'arrête maintenant au pouvoir des collectivités locales, d'abord il y a les communes. Je rentrerai pas dans le détail. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que les structures intercommunales, syndicats intercommunaux, etc., ils foisonnent en France. Et en fait, il vaudrait mieux avoir
des systèmes comme le Kreis en Allemagne qui s'occupent de l'ensemble des sujets intercommunaux et qui ont des tailles plus élevées, des tailles proches d'un arrondissement chez nous. Il y a une multitude de communes, je ne reviendrai pas sur le sujet. On m'a dit qu'en Rhône-Alpes, il y a 2500 communes environ. Le Danemark, même population, il y a 98 communes. Je ne dis pas qu'il faut absolument copier, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Les départements, leur rôle est assez réduit, on l'a vu. Inversement, ils contribuent aux investissements d'infrastructures. Ils sont décriés, mais en fait, ils ont une taille qui est assez humaine. C'est pour ça d'ailleurs que dans la réforme territoriale, on passe à des très grandes régions et que le département, il est resté parce que notamment, il correspond à une taille qui est assez humaine. Ceci dit, oui, juste une remarque, c'est que l'État voulait avoir des très grandes régions, etc., mais il supprimait pas les préfets ni les administrations préfectorales. C'est pas très cohérent. Passons maintenant aux régions. La réforme territoriale, on pourrait beaucoup retenir beaucoup de choses sur le sujet. Des tailles européennes, ça n'existe pas, puisqu'il y a des petites régions comme des grandes régions dans tous les pays. Qu'il y a 6 pays qui sont plus petits que les régions françaises, etc. Je m'arrêterai pas ça. Simplement, dans l'exposé des motifs, l'État, il indique que, j'ouvre les guillemets, les collectivités sont les mieux désignées dans le cadre de leurs compétences et en lien avec l'administration territoriale de l'État pour assurer la déclinaison et la mise en œuvre des stratégies nationales. Donc, ils doivent obéir. Les régions doivent obéir. Sur le montant des budgets, donc 21 milliards, c'est strictement rien, ou 27 milliards, les Länder allemands, le total du budget, c'est 290 milliards. Nous, 27, donc 10 fois plus. Pour la région Rhône-Alpes, elle a 2 milliards, elle a 5 millions d'habitants environ, 2,4 milliards d'euros par an, à comparer au canton suisse du Valais, 350 000 habitants, 2,8 milliards, et à la région autonome de la Vallée d'Ost, 135 000 habitants, 1,8 milliard de budget. Je m'arrête là. Le pouvoir législatif des collectivités locales, il y a juste les communes qui peuvent avoir un peu de réglementation. Il n'y a pas de pouvoir législatif au niveau des régions. Alors, les principales conséquences, c'est que les citoyens ne s'intéressent réellement qu'à leur commune. La région est lointaine et son rôle est réduit. Le département, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, si on passe à l'origine de cette situation, pourquoi ? Il y a eu une histoire très centralisatrice avec Louis XIV, la Révolution française aussi, et Napoléon. Le cumul de ces 3 points a fait qu'on en est là aujourd'hui. Il y a eu des timides tentatives de déconcentration et de régionalisation en France. J'entrerai pas dans l'historique, ça s'est terminé par les lois de fer de décentralisation qui ont été le point majeur en 82. Alors, pour les voies d'avenir, qu'est-ce que ça pourrait être ? J'avais un texte, mais pour être plus bref, je vais prendre l'exemple qui m'a paru le plus intéressant, qui est l'exemple italien. L'Italie, elle a eu la période fasciste avec des régions qui n'existaient quasiment plus à l'époque. À la libération, il y a eu 3 étapes. 1945-48, il y a eu la mise en place de 5 régions à statut spécial, qui sont la Sardaigne, la Sicile, le Trentin, le Frioul-Vénétie-Julienne et la Vallée d'Ost. Ça a été concret dès 1948. Par contre, pour que ça soit vraiment, ils ont mis quand même jusqu'en 75 vraiment à acquérir tout ce qui était écrit dans le statut. Et en particulier, en Vallée d'Ost, l'enseignement en français n'est arrivé à hauteur que de 50% qu'en 1972 dans les écoles primaires. Ça, c'est un exemple. Deuxième point, en 72, les autres régions italiennes ont acquis une première série de réels pouvoirs locaux, avec un gouvernement régional, pouvoir législatif, transfert de responsabilités, ressources propres. Enfin, en 97, il y a eu une loi, c'était le gouvernement Prodi, qui est allé beaucoup plus loin, c'est quasiment, maintenant l'Italie est quasiment un système fédéral, il faudrait étudier vraiment de très près, j'ai des documents sur le sujet, elle est allée très loin. Alors, cette loi réserve à l'État seulement un nombre limité de domaines, les domaines typiques des États fédéraux, centraux,
Et tous les autres domaines sont attribués aux régions, provinces et communes. Un point très intéressant, c'est que les régions ont ont le droit de procéder à la répartition des fonctions, c'est-à-dire que les régions peuvent créer on appelle ça en italien le statut, mais ça correspond à la constitution. Dans les États fédéraux, chaque région a sa constitution. En Italie, ça s'appelle le statuto. Et les régions ont le choix de créer leur propre statut de manière différente et en organisant en dessous les provinces et les communes. Je rentrerai pas plus dans le détail sur le plan législatif de ce qui a été fait. Ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est d'autre part toutes les innovations qui ont été faites sur le système des finances régionales. C'est-à-dire qu'il y a eu un décret en 2000 qui a prévu notamment la substitution de la plupart des transferts de l'État précédent par l'attribution aux régions du produit de la TVA avec des fonds de péréquation. Ça, c'est fondamental parce que si on n'a pas de ressources, évidemment, on ne peut pas aller loin. Alors, en conclusion, l'un des traits caractéristiques du système régional italien est son adaptation à la diversité des situations, sans souci excessif d'uniformité. Ainsi, la variété de la taille des communes, qui va des 130 000 habitants du Val d'Ost aux 6 millions d'habitants de la Lombardie, épouse au plus près les réalités géographiques et historiques de l'Italie. De même, la diversité des statuts régionaux, qui sont de véritables constitutions, est admise, puisque chaque région est libre de voter son statut différemment de celui de les voisines. Alors, pourquoi je me suis beaucoup arrêté sur l'Italie, c'est parce que je pense que si on était intelligent, on pourrait tout à fait faire cela en France. Les espoirs, dernier point en conclusion, les espoirs et les freins par rapport à une telle évolution des institutions en France. Les espoirs, c'est que cette évolution, elle va dans le sens de l'histoire. Que d'autre part, l'État français, il est omnipotent et coûteux et de moins en moins efficace. Cette évolution répond aussi aux besoins de participation et de reconnaissance des citoyens. Cette évolution, elle se fera aussi sous la pression de l'Europe des régions et sous la pression financière nécessitée d'une meilleure gestion de la France. Enfin, l'Italie a conduit et réussi cette mutation, la France en serait-elle incapable? Les freins. Une culture centralisée très enracinée, une intelligentsia très peu diversifiée, moule unique et stérilisant de l'ENA, des médias très franco-français et des cultures de gauche et de droite très favorables à l'État jacobin, et des fonctionnaires et des syndicats très égalitaristes qui tiennent au statu quo, en particulier dans l'éducation nationale. Bon, il est révélateur aussi que la France n'est toujours pas ratifiée ou mis en application les conventions du Conseil de l'Europe sur l'autonomie locale et régionale, ni sur celle des langues régionales et minoritaires. Voilà, j'ai dépassé un peu de 3 minutes, mais voilà l'essentiel de ce que je voulais vous présenter, vous proposer, et je suis là pour répondre à vos questions, bien entendu, et échanger.